donc on a démarré nos webinaires courant à la fin du mois de mars, si ma mémoire est bonne. Et vous avez déjà été plus de 2000 à les suivre. Donc, on est très content du fait que vous soyez présents avec nous, mais aussi des participations, des échanges que ça génère, aussi des emails très sympathiques qu'on reçoit. Donc, c'est promis, on continue, on prépare des choses pour les semaines qui arrivent. Alors, soit sur des nouvelles thématiques, soit sur des thématiques qu'on va réaborder un petit peu différemment, ou soit également avec des partenaires comme on a pu le faire la semaine dernière avec Nexence ou comme on le fait aujourd'hui avec Antoine. Et puis, vous commencez maintenant tous à bien connaître la plateforme Zoom, mais juste un bref rappel de comment ça fonctionne. Et puis aujourd'hui, donc on est accompagné par Gaëtan qui va faire la modération de ce webinaire, et également Alain qui interviendra s'il juge son expertise nécessaire dans les sujets abordés. Alors Gaëtan, tu me donnes le top, mais en même temps, quelle heure est-il là? 10h32. Il est 10h33, on peut attendre encore quelques instants. Encore. On avait le double d'inscrits là. D'accord, ok. Alors, on a une question d'Urdia qui nous propose un webinaire sur les différentes gammes de switch et matériel réseau à petit prix. C'est pas notre vocation ici. On a discuté avec des lignes pour faire des webinaires en commun, mais voilà, pour l'instant, c'est pas notre vocation de faire des webinaires sur des comparatifs de switch, par exemple. Non, mais c'est vrai qu'on essaye aussi d'élargir un petit peu les thématiques des webinaires et notamment d'aborder des technologies qui seraient complémentaires ou sur lesquelles il pourrait y avoir des nécessités de tests différents. C'est vrai que sur le switching, on n'a pas trop de choses en tête pour le moment. Et puis effectivement, on avait essayé de se rapprocher de certains, mais on n'a rien de vraiment concret. Maintenant, si vous avez, c'est une bonne idée. On va voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et peut-être en parler à certains de nos partenaires aussi qui seraient peut-être plus à même de vous présenter ça. Et puis, si vous avez d'autres idées, elles sont toujours les bienvenues. Dans les choses qu'on prépare, il y a notamment, on va reparler pas mal de Linkware Live, parce que Linkware Live, pour ceux qui connaissent, c'est la solution de gestion à distance de la plateforme Versive, DSX, CertiFiber Pro, OptiFiber Pro. Je pense que ça va être une solution très utile dans le monde après confinement, là, dans lequel on va vivre dans les semaines qui viennent. Et puis, on travaille aussi sur l'impact de l'Internet des objets sur les infrastructures de câblage. Et puis, on travaille aussi sur une nouvelle approche avec un partenaire sur l'Ethernet industriel. Bref, il y a pas mal de choses qui sont en cours, puisque l'idée, c'est de continuer au moins tout le mois de mai de faire des webinaires à un rythme de 2 à 3 par semaine, le rythme sur lequel on est depuis quelques semaines maintenant. Alors, il y a une idée sur le Webex sur les meilleurs testeurs. On le fait tous les jours, en fait. Là, on le fait 3 fois par semaine. Oui. Donc ça, c'est déjà fait. Je propose que peut-être on démarre. Là, il est quoi? Il est 35? Oui, c'est parti. Ok, très bien. Donc, c'est parti. Alors, un petit rappel, mais on le fait régulièrement, donc je vais aller très vite dessus. Fluke a été considéré par le gouvernement américain comme une entreprise essentielle. Donc, ça veut dire que notre usine basée à Everett, dans la région de Seattle,
fonctionne de façon totale. Il y a évidemment quelques ralentissements dus à soit des précautions, des nouvelles façons de travailler, du télétravail, des problématiques logistiques, mais globalement, on va dire qu'on fonctionne à 90%. On dispose de stocks en Europe, donc qui permettent aussi de ne pas être trop perturbé par des impacts logistiques. Et puis après, c'est vrai qu'on a pu quand même constater un ralentissement de tout ce qui était lié au support, aux calibrations. Si jamais, pour X raison, vous êtes confronté à ce genre de cas, n'hésitez pas à contacter l'un d'entre nous de façon à ce qu'on puisse vous apporter notre aide et notre support si vous êtes coincé par un testeur qui a du mal à vous être livré ou à être récupéré par un transporteur. Alors, le sujet du jour, c'est les smart buildings. Et en fait, ça s'inscrit dans quelque chose, on va dire, un petit peu plus général, qui est la convergence des infrastructures, puisque c'est vrai que si on revient un petit peu en arrière, en fait, on avait des infrastructures réseau dont la mission principale était de transporter des données entre ordinateurs, switch, imprimantes. Mais on voit que tout ça a bien changé. On l'a vu notamment à travers le webinaire qu'on a fait sur l'audiovisuel il y a 15 jours maintenant. Et puis, c'est vrai qu'on est face à des équipements, notamment dans le cadre des smart buildings et de la gestion intelligente des bâtiments, où il y a des besoins de collecte, de diffusion d'informations, mais aussi de contrôle, de pilotage des équipements, et puis aussi d'alimentation de ces équipements. Et donc, on voit que ces données, maintenant, partagent les infrastructures avec d'autres types de services et d'autres types d'équipements. Alors, on va dire des choses qui sont maintenant très classiques, comme la VoIP, mais ça peut être aussi l'IP vidéo, l'audiovisuel, ou ce qu'on va mettre sous le terme générique de BMS pour Building Management System. Donc, évidemment, tout ça, ça a un impact sur la conception de ces infrastructures, et notamment leur dimensionnement, mais ça, on va le voir, Antoine, à travers certains cas, nous en parlera, mais aussi leur capacité technique, puisqu'on va avoir des services et des fonctionnalités qui vont au-delà du simple transport de données. Donc, et ce qui est intéressant aussi de voir, et donc ça, on va dire, ça valide ce qu'on vient de dire précédemment, c'est que les PC dans les infrastructures et de façon plus générale sont en fait une sorte d'espèce en voie de disparition, puisqu'on voit que les PC qui sont ce petit trait jaune n'évoluent pas du tout, alors que beaucoup d'autres choses évoluent, et notamment ce qu'on va mettre sous le terme de M2M, donc de machine to machine. Donc typiquement, ça peut être un système d'éclairage, un système de climatisation. Et donc on voit que ces PC, qui étaient majoritaires avant sur les infrastructures, maintenant deviennent une minorité avec 4% des objets connectés. Et par contre, ce qui augmente le plus, c'est tout ce qui est équipement M2M et IoT, qui auront presque triplé en 5 ans, et notamment tous les équipements qui sont liés au smart building. Je vais maintenant passer la parole à Antoine d'Énergie IP, qui va nous présenter à la fois leur vision et également quelques exemples et solutions qu'ils sont capables de vous proposer. Antoine, c'est à toi. OK. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère. Normalement, c'est bon. Très bien. Voilà, super. Bonjour à tous. Alors, donc, Antoine Cussac. Alors, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirige Énergie IP. Énergie IP, une entreprise qui est spécialisée donc, dans des solutions Smart Building que vous allez voir aujourd'hui. Alors, avant de commencer, ce que j'aime bien préciser, c'est que moi, j'ai un passé qui ne vient pas du réseau. J'ai un passé qui vient du monde de la GTB, qui n'est pas du tout un monde de réseau. Le monde de la GTB est un monde assez traditionnel. Et donc, moi, j'ai travaillé 10 ans chez Siemens, la partie Building Technology. J'ai travaillé dans le monde de l'éclairage. J'ai travaillé vraiment sur différentes applications dédiées GTB où on va piloter le confort, les éclairages, les stores, la CVC et ces différents équipements. Et quand je regarde ce milieu, en fait, on est dans un milieu, donc j'ai fait un certain nombre de projets de GTB, où on met en place un système
qui est dit smart. Il est smart parce qu'on va contrôler de manière intelligente, entre guillemets, les éclairages, les stores, la CVC. Alors, CVC, c'est chauffage, ventilation, climatisation. Donc, il y a différents équipements dans les bureaux. Mais en fait, on va utiliser une technologie qui est une technologie bus sur 2 fils, qui est à la mode à un certain moment et qui va changer 3 à 4 ans après. Et en fait, les technologies dans le monde de BMS évoluent tout le temps. On va changer le type de câblage tout le temps. Et en fait, on est face à une problématique, c'est que le bâtiment dans la partie GTB est difficilement évolutif et on est obligé de changer tous les 10 ans cette infrastructure si on veut le rendre à la mode. Donc là, on a une problématique, c'est que les bâtiments de ce côté-là n'est pas évolutif. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans nos bâtiments, les locataires ou les utilisateurs changent régulièrement, que la technologie va de plus en plus vite, donc il faut adapter nos équipements en fonction de ces différentes technos. Et donc, il faut justement repenser le bâtiment pour qu'il puisse être évolutif et sans limite. Là, Eric, je trouvais très bien ton graphe juste avant. Tu montrais le nombre d'objets connectés qui est en train d'exploser. Et ça, c'est une donnée très importante. Il faut pouvoir faire en sorte que ce bâtiment puisse évoluer et intégrer tous ces objets. Et en fait, tous les ans, il y en a des nouveaux à intégrer. Donc, il faut un bâtiment évolutif. Ça l'était dans certaines infrastructures, notamment data, informatique, etc. Ça l'était beaucoup moins dans le monde de la GTB. Donc là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire, il faut repenser le monde du bâtiment pour qu'il soit beaucoup plus évolutif que ce qu'il est aujourd'hui. Et une autre donnée qui est hyper importante, c'est le bonhomme là, que vous voyez devant vous. Aujourd'hui, on passe presque plus de temps, alors sauf là en ce moment, mais généralement, on passe plus de temps dans nos bureaux ou dans nos espaces de travail. Et du coup, on a envie de se sentir aussi bien, voire mieux que la maison. En tout cas, le confort est indispensable si on veut qu'on soit productif au travail. Et puis, il y a une deuxième donnée, c'est ce que vous voyez, en fait, ce qu'il a dans les mains. Ce bonhomme, il a un smartphone, donc c'est un objet connecté. Aujourd'hui, on a tous un smartphone et on s'en sert pour utiliser des applications, pour réserver un repas, pour préparer son prochain événement. On a envie aussi d'utiliser ce smartphone pour interagir avec son environnement, pour pouvoir contrôler les différents équipements comme les éclairages, les stores, pour pouvoir réserver sa salle de réunion, pour pouvoir se géolocaliser. En fait, il y a plein d'applications qui existent. On a envie d'utiliser son téléphone pour pouvoir faire ça. Il faut donc que son téléphone puisse être connecté à l'environnement. Donc, en fait, on s'est dit, il faut vraiment, dans le système de GTB, penser à la fois au côté évolutif et puis à la fois au confort optimal. Et j'ai l'habitude de dire, on ne fait même pas un système high-tech qui fait de l'efficacité énergétique et qui fait papa-maman si on ne pense pas au confort de l'utilisateur. Sinon, il sera retiré. Donc ça, c'est très important. Donc, notre vision, c'est vraiment de mélanger les deux et de proposer un système qui puisse justement répondre à ces deux besoins. Et quand on a regardé la situation du marché, on s'est dit, il y a quelque chose qui pourrait correspondre, c'est le PE. Alors, je ne vais pas vous présenter le PE parce que vous connaissez bien ce que c'est. En 2 mots, c'est un câble Ethernet dans lequel on fait passer la donnée et la puissance. Ça, c'est sur le principe. Après, ce que j'aime bien montrer, c'est l'évolution du PE. Donc là, j'ai pris des grandes lignes. Plus ou moins, ces carrés montrent les différentes applications. C'est-à-dire que le PE était utilisé au début pour la téléphonie sur IP. Après, on l'a fait évoluer, faire d'autres applications. Alors, pourquoi on a pu la faire évoluer? C'est parce que la norme I3E 802.3 a évolué. Au début, on pouvait faire passer que 7 watts de puissance dans le PE. Alors, 7 watts de puissance, surtout dans les années 2000, les applications sont assez limitées et il n'y avait que pour la téléphonie où on pouvait utiliser le PE. Après, quand on regarde aujourd'hui nos téléphones dans nos bureaux, ils sont quasiment tous en PE. Donc, en fait, le PE, quand il devient utilisable, prend sa place. Après, on l'a utilisé pour des équipements réseau. Après, il y a eu la norme 802.3, AT, etc., AF, qui a permis d'augmenter la puissance. Et, par exemple, pour les caméras sur IP, aujourd'hui, la plupart des caméras sont aujourd'hui disponibles en PE parce qu'on a assez de puissance et parce qu'on a assez aussi de bandes passantes pour pouvoir faire passer la data qui est souhaitée. Et dans mon milieu, moi, le milieu de la GTB, l'évolution la plus importante, c'est celle qui est intervenue l'année dernière. C'est la norme 802.3 BT qui est arrivée,
qui a été officialisé en septembre 2018, publié en septembre 2000, donc qui a été publié l'année dernière, en 2018. Et cette norme autorise à faire passer, alors j'ai mis vulgairement 100 watts, dans la pratique c'est 90 watts, et puis si on peut calculer la résistivité des câbles, on peut aller un peu au-delà. Mais donc, avec ces 100 watts, j'ai suffisamment de puissance pour alimenter d'autres équipements qui m'intéressent moi, qui sont des éclairages, des stores. Ça arrête pas de sauter ce truc. Il y a un autre phénomène qui est apparu en parallèle, c'est que les consommations des équipements dans les bâtiments ont baissé. Je prends l'exemple des éclairages que vous connaissez. Les éclairages aujourd'hui sont quasiment tous en LED. Et par exemple, pour un éclairage de bureau, les 600-600, les dalles classiques que vous connaissez, c'est maximum 35 watts. Donc, avec les 100 watts de puissance qu'on a, j'ai largement assez de puissance pour alimenter mes équipements d'éclairage, voire plus. Donc, aujourd'hui, nous, Énergie IP, on est persuadés que le PE, au même titre que ça s'est passé dans la téléphonie, sur les caméras CEP et sur les autres applications, va s'imposer dans la partie alimentation et contrôle des équipements du confort, comme les éclairages, les stores, la CVC. En gros, ce qu'on appelle la GTB, la gestion technique du bâtiment. Alors, quand on parle de GTB, c'est l'alimentation. Donc, alors là, je vais parler du bureau, mais finalement, ça peut être aussi applicable à d'autres marchés. C'est l'alimentation des équipements qui sont autour de nous. Donc là, j'ai pris un exemple dans l'open space. Alors, certes, ça risque de changer encore une fois, mais donc, dans un open space, on a souvent des stores, on a souvent des éclairages, on a souvent des équipements CVC. Et ce que nous, Énergie IP, avons développé, c'est ce système-là qui permet d'alimenter et de piloter de manière intelligente tous ces équipements. Alors, vous voyez, en fait, au-dessus de chaque éclairage, il y a un petit boîtier. Un petit boîtier, c'est un que Énergie IP a développé, qui est un équipement PE, ce qu'on appelle un driver, et qui va convertir en fait le courant continu qui a été fourni par le switch, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, en courant continu aussi qu'utilisent les LED. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les bureaux, autour de nous, et c'est peut-être là aussi le point important, c'est que maintenant, il y a quasiment exclusivement que des équipements en courant continu. Les éclairages LED, ce sont des équipements en courant continu. Les stores, maintenant, dans le store intérieur, on a des stores qui sont en 24 volts, qui sont aussi des équipements en courant continu. Et pareil, alors pour la CVC, la climatisation, le chauffage, maintenant, on va faire dans des bureaux des actions sur vannes, des vannes qui sont des vannes électriques, qui sont aussi en courant continu. Donc, en fait, on est entouré d'équipements en courant continu, voire même, si je vais au-delà, maintenant, on n'a plus besoin de courant alternatif dans nos bureaux. Nos PC utilisent du courant continu, nos smartphones utilisent du courant continu. En fait, tout ce qui contient de l'électronique utilise du courant continu. Donc, en fait, le PE, finalement, devient en fait, le média le plus adapté pour pouvoir transporter du courant continu. Ce qu'on a fait, du coup, voilà, c'est développer ce système. Vous voyez, en fait, avec les différents équipements qui sont en PE et du coup, qui sont distribués à partir d'un switch qui sont dans une paix. Je reviendrai dessus. Et vous voyez en haut à droite, j'ai mis énergie renouvelable. Je reviendrai aussi dessus, mais l'idée, c'est de dire, finalement, dans nos bâtiments, comme ce que je disais, on a du courant continu au niveau des pièces. Et maintenant, on met quasiment systématiquement des panneaux photovoltaïques ou des équipements de stockage d'énergie qui sont aussi en courant continu. Donc, on va pouvoir concevoir un système qui peut réutiliser le courant continu directement sans faire des conversions inutiles en alternatif continu. Mais je reviendrai dessus. Alors, un des objectifs du PE, c'est aussi de simplifier les infrastructures. Moi, j'ai fait un paquet de projets dans le monde de la GTB. J'étais dans la phase travaux, je vais faire des visites de chantier et je vois un nombre de câbles incroyable pour pouvoir faire une installation smart, c'est-à-dire que j'ai d'un côté du courant continu, donc c'est ce que vous voyez en rouge et vert, et puis on va mettre des bus. Donc pour l'éclairage, par exemple, aujourd'hui, la mode, c'est de mettre un bus DALI, qui est en fait c'est 2 fils,
on va mettre en parallèle de fils de courant continu. Et pour la partie chauffage, ventilation, climatisation, la mode, c'est mettre du backnet. Alors, on va mettre soit du backnet sur IP, donc là, on va bien utiliser du câble Ethernet, mais on va utiliser du backnet MSTP qui circule aussi sur 2 fils. Et on va avoir du coup une cohabitation de différents protocoles de communication, donc plus le courant fort. Donc, finalement, ça va donner une installation, une infrastructure qui ressemble à ça. Et ce qu'on propose avec le PE, c'est de simplifier tout ça. Alors, pour schématiser, vous voyez, en fait, qu'on peut obtenir, c'est une infrastructure où, en fait, on aura uniquement des câbles et un seul câble, un câble Ethernet catégorie 6A, qui partira d'un switch et qui va aller vers l'équipement. Ce que vous voyez en plus, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, grâce à la norme 802.3 BT, on a quasiment jusqu'à 100 watts de disponible en termes de puissance. Et si j'alimente un éclairage qui est de 20 watts, 30 watts, en fait, c'est un peu idiot de mettre qu'un seul câble pour cet éclairage. Donc, en fait, on a développé la possibilité de faire du chaînage entre les différents équipements. Donc, je reviendrai sur nos petits drivers, mais en fait, les drivers, ils ont un input et un output. Donc, en gros, il y a un PSE et un PD pour pouvoir distribuer l'énergie et partager la puissance entre différents éclairages. Alors, en termes de produits, nous, on est sur le marché des bureaux. Et en tout cas, on a commencé par ce marché-là parce qu'à la fois, c'est un marché qu'on connaissait bien, on connaît les différents acteurs, on connaît les différents enjeux. Mais c'est aussi un marché, le marché des bureaux, qui est un marché assez simple. Tous les bureaux en France sont structurés de la même façon. On a des trams de 1,35. Alors, une tram, c'est quoi? C'est un élément d'unité dans lequel on va mettre un éclairage. Il y aura un store. Et puis après, on va mettre un capteur pour 2 trams, etc. Et en fait, tous les projets de bureau se passent de la même façon en France. Donc, c'est assez pratique parce que finalement, on n'a pas besoin de développer trop de produits. Alors, qu'est-ce qu'on a développé? On a développé, j'en ai parlé tout à l'heure, les drivers. Donc, les drivers, c'est quoi? C'est le boîtier qui va convertir le PE en une certaine puissance. Donc pour Antoine, désolé, je t'interromps. Est-ce que tu peux stopper ta vidéo, s'il te plaît, parce que du coup, le son est pour certains n'est pas terrible et c'est un impact sur le son. Ouais, alors il faut que je trouve où c'est. En bas voilà. Le deuxième bouton, tu as stop vidéo. C'est bon. Merci. Vous m'entendez? Donc, je continue. Excusez-moi du coup. Donc, pour les drivers, donc le driver, c'est quoi? C'est le petit boîtier qui va convertir le signal PE. Donc, en PE, on est en quoi? On est en 48 volts. Donc, on est en 48 volts. Et on va convertir en la tension utilisable par le luminaire. En général, la tension utilisable par le luminaire, c'est entre 5 volts et 40 volts. Donc, ça a une fonction de conversion de signal. Et puis, ça va aussi gérer l'équipement. Donc, c'est là où il y a toute l'intelligence pour pouvoir piloter l'équipement en fonction de la luminosité qui arrive, en fonction d'un horaire, etc. Donc, ce driver embarque l'intelligence et gère l'alimentation de luminaire. Il faut savoir que ce qu'on s'est dit, c'est que nous, Énergie IP, on propose ce système de gestion intelligente. Après, on n'est pas un vendeur de luminaire, on n'est pas un vendeur d'équipement. Donc, on a fait en sorte que notre système soit compatible avec la quasi-totalité des luminaires du marché. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'un architecte, finalement, qui va concevoir son bureau, va pouvoir choisir ses luminaires, on va choisir ses équipements, et notre système, en fait, est compatible avec les luminaires qui ont été choisis par l'architecte. Et ce qui fait qu'on se rend universel. Donc, ce driver, en fait, permet de contrôler les LED. On en a un autre qui permet de contrôler les stores. Et puis, un troisième qui permet de contrôler tout ce qui est chauffage, ventilation et climatisation. Vous voyez sur la photo, il y a 3 connecteurs RJ45 parce qu'on a… donc, en fait, il y a ce qu'on appelle un PSE et un PD. Donc, le PD, c'est là, en fait, où arrive le câble Ethernet venant du switch. Et en fait, on peut renvoyer donc, la puissance vers d'autres équipements. Donc, il y a un in et un out, ce qui permet de faire ce qu'on appelle un daisy chaining et de pouvoir partager les 100 watts de puissance entre différents équipements. Alors, pourquoi on en a mis 2? C'est parce qu'on peut repartir vers un deuxième luminaire, par exemple,
où on peut brancher ce qu'on appelle un multicapteur. Donc, un multicapteur, c'est l'équipement que vous voyez en bas à droite. Les multicapteurs comme ça, on en met partout dans les bâtiments de bureaux. Ça permet de détecter la luminosité, la présence, et ça permet aussi donc on a mis aussi là-dedans du Bluetooth pour pouvoir connecter un smartphone ou pour connecter n'importe quel objet communicant. Donc, grâce à ce multicapteur, on peut aussi créer une interaction entre l'utilisateur et puis son environnement de GTB. Et enfin, donc le switch PE, c'est le cœur de notre système. Donc, le switch PE, c'est lui qui va gérer et qui va alimenter les différents équipements. Alors, vous voyez, le switch PE, il contient des cartes filles. Donc, ce qu'on a fait, nous, on a une architecture qui est centralisée. Alors, pourquoi la centraliser? C'est parce que, en fait, dans les bureaux, dans cette partie-là, pour la maintenance, c'est beaucoup plus simple. Parce que les faux plafonds sont souvent inaccessibles. On a des bacs en acier et du coup, par expérience, vaut mieux le mettre dans un placard ou dans un local dédié plutôt que dans un faux plafond. En tout cas, dans la partie bureau, dans des grands ensembles de bureaux. Donc, on a développé ce switch qui a 7 cartes filles de 8 ports chacun. Donc, en théorie, on pourrait fournir jusqu'à 5600 watts de puissance grâce à ce switch. Et on pourrait du coup alimenter quasiment 200 équipements grâce à la fonction daisy chaining. Donc, il y a le côté à droite, donc c'est là où on a toutes les cartes filles qui sont des cartes qui sont rackables. Donc, on peut, d'ailleurs, en cas de défaillance d'une carte ou d'une autre, défaire la carte et remettre une autre carte. Vous voyez que sur le switch, à gauche, il y a un autre connecteur RJ45. C'est ce qui nous permet en fait d'aller vers le cœur réseau. Et là, on ne repart pas en PE, on repart en communication de data classique. On a rajouté un écran pour faciliter la maintenance parce que ce qu'on voit, c'est que à la fois, on a un système de distribution PE, mais on travaille aussi avec des facility managers qui n'ont pas forcément tout le temps la compétence. Donc, il a fallu aussi simplifier l'utilisation de ce système. Notre switch n'intègre pas en interne l'alimentation. On a fait le choix d'externaliser l'alimentation. Donc, en fait, on utilise des alimentations externes, des convertisseurs 230 AC, 48 volts DC. Et en fonction de la puissance nécessaire, on met 1, 2, 3, 4 convertisseurs, sachant que chaque convertisseur peut fournir jusqu'à 1000 watts de puissance. Donc finalement, vous voyez, on a trois types de produits. Et avec ces 3 types de produits, on est capable de faire n'importe quel projet de bureau. Par la suite, je continue. Je vais vous présenter ensuite un projet de bureau. Ouais, on va rentrer dans le concret. Attendez. Ah, si ça arrive. Donc là, ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est peut-être plus visuel avec ce slide. C'est qu'en fait, grâce à la norme 802.3 BT, on a quasiment jusqu'à 100 watts de puissance. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, on peut partager cette puissance pour plusieurs équipements dans la limite des 100 watts. Cette limite qu'on ne franchira pas. Et dans la limite aussi des longueurs maximales qui sont de 90 mètres de bout à bout. Alors maintenant, ce qui était souhaité par Eric et ce que je trouve super intéressant, de vous présenter un exemple de projet qu'on a livré aujourd'hui, qui sont des projets phares. L'idée, c'était de montrer aussi que le PE peut être implémentable aussi sur des très grands projets. Donc, en tout cas, pour la partie GTB, donc éclairage, store et climatisation. Donc, ça, c'est une réalisation qui a été livrée donc, il y a 3 mois, avant le confinement, qui se trouve à Saint-Ouen, à côté de Paris. Le challenge, ça a été de faire le premier bâtiment PE pour la partie GTB de cette taille-là en France. Donc, c'est un immeuble. Alors là, nous, on a travaillé là-dessus avec Bouygues Construction. C'est Nexity qui a géré ce programme. Et on travaille avec, comme bureau d'études, Egis. Donc, c'est un immeuble de bureau de 20 000 m² qui abrite le siège d'Artelia pour l'Île-de-France. Donc, c'est un beau projet et en fait, il faut savoir qu'il y a
une deuxième partie un bureau, un immeuble qui sera juste en face, qui sera interconnecté avec ce bâtiment, qu'on est en train de réaliser. Donc, l'ensemble fera quasiment 40 000 m², ce qui sera la réalisation la plus importante en PE pour ces équipements dans le monde. Donc, je vais vous donner un peu un retour d'expérience. Donc, c'est la première fois qu'on fait un projet de cette taille-là en France. Et donc, en fait, il a fallu travailler à la fois sur des aspects réseau, des aspects des contraintes liées à distance, des contraintes liées à des chantiers. Et surtout, le challenge, c'était de mettre en place un système PE au moment de la construction du bâtiment, c'est-à-dire quand il y a, le preneur, et finalement, il n'est pas connu, mais au moment de la montage du point. Donc, dans ce projet qui s'appelle le projet Évidence à Saint-Ouen, on a alimenté en fait tous les éclairages, tous les stores et toutes les vannes qui distribuent le chaud et le froid dans le bâtiment en PE. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? Ça, c'est une nouveauté, je reviendrai dessus. On a mis en place un serveur BOSS avec une entreprise qui s'appelle Ubiant, qui permet de… Alors, un BOSS, c'est un Building Operating System. Ça permet d'interconnecter un lot GTB avec d'autres lots qui sont la sûreté, etc., entre eux. C'est un peu un genre de… C'est ce qu'on appelle un operating system, un système d'exploitation pour le bâtiment. Et oui, en France, c'est aussi une première de la mise en place d'un BOSS de cette taille-là. Et donc, Énergie IP, nous, alors, pour reprendre un peu l'historique, on a répondu sur le lot GTB, le lot, en fait, à la construction. Il y avait un lot courant fort, un lot courant faible, et un lot GTB qui a été créé pour pouvoir, où ça intègre toute la gestion des éclairages, des stores, de la climatisation. Donc, nous, Énergie IP, on a répondu à l'intégralité de ce lot. Là-dedans, on a placé, donc en fait, c'est une installation qui contient, donc là-dedans, on a fourni tous les équipements de contrôle et puis on a fourni aussi le matériel qui est l'installation PE. Donc là, je vous ai mis en fait des références de type de produits qu'on a utilisés. Donc là-dessus, on a travaillé en partenariat avec Acom qui fournit les câbles catégorie 6A et on a bien travaillé aussi avec R&M pour toute la fourniture des connecteurs RJ45 sur ce projet. Antoine, oui. Excuse-moi de t'interrompre, puisqu'il y a des questions justement sur les types de catégories de câbles et de types de catégories de connecteurs. Est-ce que 6A, 6, c'est suffisant? Et en termes de connecteurs aussi, c'est une des questions qui sont posées. Alors, sur la partie 6A, c'était suffisant et on a travaillé justement avec Acom et RM là-dessus. Acom a pris ça. En fait, l'avantage, ce qu'on a trouvé intéressant dans ces partenariats, c'est qu'on s'est appuyé sur le savoir-faire d'Acom, sur la fourniture de câbles et qui a pris un engagement de 15 ans sur proposer une garantie systémique de 15 ans sur ces câbles. Et du coup, oui, c'est suffisant par rapport à la norme, puisque la norme 802.3 BT décrit aussi le type de câble qu'on peut utiliser et le catégorie 6A correspond très bien à ces besoins. D'accord. Et pareil, les connecteurs, donc on est en connecteur, donc là c'est R&M qui a fourni les connecteurs en catégorie 6A et qui a développé justement des connecteurs spécifiques à cette norme. La différence par rapport aux autres connecteurs, c'est que en fait, l'enjeu, c'est de bien maîtriser les arcs électriques et d'avoir des connecteurs qui tiennent dans la durée un certain nombre de connexions et de déconnexions. Et R&M en R&D a travaillé là-dessus pour que ça soit conforme justement à cette norme avec une capacité de 2000 connexions et déconnexions, je crois. Et ce qui suffit largement pour notre système, puisque un système GTB, quand il est mis en place, en général, on n'y touche pas. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, du coup? Oui, j'en profite. Là, il y a une question qui vient de tomber concernant les taurons de câbles, les bandeaux de câbles. Est-ce qu'il n'y a pas d'échauffement par rapport à la puissance du PoE? Alors, les taurons de câbles, pareil, la norme. Donc, je vais vous montrer derrière. Attendez, voilà, je vous montre une photo là, vous voyez en haut à droite. Donc, en fait, on a fait des taurons de câbles. Il y a des préconisations d'installation qui ont été décrites par rapport à cette norme 802.3 BT
qui est de ne pas dépasser 24 câbles par tauron. Et il y a des préconisations d'espacement entre les taurons. Donc, il y a un espacement de 3 cm, je crois, à respecter entre les différents taurons pour justement éviter les échauffements de câbles. Donc, parce qu'il y a forcément des échauffements. Ce qui est important, c'est de pouvoir dissiper la chaleur du câble surtout qui est en centre. Donc, il y a une préconisation de ne pas dépasser 24 câbles. En moyenne, sur ce projet, on est à 18-19 câbles par tauron. Donc, on est en dessous de la recommandation en termes de taille de tauron. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la norme, puisqu'on nous pose la question, c'est la norme 802.3 BT. Hein. C'est ça qui est. C'est ça, c'est la norme 802.3 BT. On est d'accord. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Je propose qu'on continue peut-être. Et je continue, et à ce moment-là, on balayera les questions. Il y aura peut-être les réponses dans les questions, sinon on va revenir dessus. D'accord. Donc, après, pour finir par rapport à ces photos et ce slide, donc, on s'est adapté, comme ce que je disais tout à l'heure, à des luminaires qui sont de marque de base qui étaient préconisés sur le projet. Et on a fait, alors EnergyIP, ce qu'on a fait, c'est qu'on a justement pris la responsabilité de fonctionnement sur ces luminaires, qui sont des luminaires 36 watts que vous voyez sur la photo à gauche. Et puis, on a fonctionné avec des moteurs de panne Belimo qui ne consomment quasiment rien, 5 watts, et qui fonctionnent du coup aussi en courant continu. Vous voyez, dans la photo du milieu, c'est pour vous montrer aussi un enjeu qu'on a eu. Ce qui est un enjeu qui est aussi intéressant, sur lequel on a beaucoup travaillé. C'est qu'il faut savoir qu'on est intervenu, ce que j'ai dit tout à l'heure, on est intervenu à tout début du projet, à la construction du bâtiment. Donc, les installations, donc les chemins de câbles, etc., sont mis juste après le coulage béton. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la GTB est mise en place ici quasiment à ce moment-là. Et en général, il n'y a pas de locaux VDI, parce que même dans certaines parties du bâtiment, on ne sait même pas qui sera le preneur, qui sera le locataire. Donc, dans notre marché, on doit pouvoir s'intégrer dans les locaux techniques ou les placards techniques dans lesquels, en fait, on met d'habitude les baies électriques, les armoires électriques. Donc, on a dû concevoir une installation qui n'émette pas beaucoup de chaleur, puisqu'on va être dans un espace confiné. Donc, on a dû beaucoup travailler aussi sur les émissions de chaleur, qui n'émettent pas de bruit aussi, parce que parfois, on est dans des placards qui sont juste à côté de là où certaines personnes vont travailler. Et le dernier point, c'est aussi qu'il fallait que ça soit très faible en profondeur. Vous voyez l'armoire qui est au milieu, là, donc là, c'est une baie EFIRAC, c'est une baie qui est en 600-400, en 400 de profondeur. Et en fait, on a conçu, vous avez vu le switch tout à l'heure, tous nos équipements font moins de 400 de profondeur. Le switch que vous avez vu tout à l'heure, il fait 23 cm de profondeur. Donc, en fait, on a adapté nos équipements aux enjeux du bâtiment qui demandent en fait des équipements de faible profondeur et qui n'émettent pas de bruit. Donc, en fait, tous les équipements sont passifs, il n'y a pas de ventilateur et qui chauffent très peu. Donc, on a choisi des équipements avec des très, très bons rendements de conversion d'énergie. Donc, notamment, là, je parlais des convertisseurs de puissance de l'heure ACDC. Nous, on travaille avec une marque Pulse, qui est une marque allemande, qui fait des convertisseurs en général pour l'industrie, mais avec des rendements à entre 95 et 96%. Donc, ça veut dire que quand j'ai besoin de 1000 watts, j'ai 50 watts de dégagement calorifique, qui est faible. Donc, ce qui fait qu'on a pu mettre nos baies dans des placards techniques, en lieu et place des armoires électriques. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait, on peut remplacer l'armoire électrique traditionnelle par notre baie avec nos switches. Et on n'a pas besoin de climatiser, on n'a pas besoin de grande profondeur. Et du coup, on peut s'adapter au projet et on peut répondre à la quasi-totalité des projets grâce à ça. Donc ça, c'est un synoptique simplifié de cette installation. Donc, on a une partie intelligente avec un serveur GTB, un PC d'exploitation. Et on retrouve la baie qui est schématisée, dans laquelle on aura notre switch. Et vous voyez, alors, on avait vu ce schéma tout à l'heure. Donc, on a un câblage PE qui va aller vers les différents éclairages, qui va piloter et alimenter les stores, et qui va piloter et alimenter aussi la partie chauffage, ventilation et climatisation. Et puis après aussi, on a mis un autre câble PE qui va aller vers le
TD, donc le tableau divisionnaire traditionnel courant fort, parce qu'on a besoin de reprendre aussi des informations venant de ce tableau dans notre système. Alors, autre chose très intéressante avec notre système, nous, on a mis des petits boîtiers partout, à chaque équipement, à chaque éclairage, à chaque store, à chaque équipement pour gérer la CVC. On est capable, grâce à ces équipements aussi, de remonter toutes les informations de consommation électrique. Et ça, c'est quelque chose qui est demandé aujourd'hui dans la norme, la RT 2012 qui est déclinée en RT 2020, la réglementation thermique, où on doit pouvoir fournir dans un système centralisé toutes les consommations par métier. Alors, ce qu'on appelle par métier, c'est les informations pour l'éclairage, les informations pour les stores et les informations pour la partie chauffage, ventilation et climatisation. Et on doit pouvoir l'afficher. Cette réglementation aujourd'hui existe dans les bureaux et est mise en place dans les bureaux de grande taille et aussi maintenant devient obligatoire dans les bureaux de petite taille. Donc, il faut avoir un dispositif qui remonte toutes ces datas qui sont essentielles aujourd'hui dans le suivi d'une installation de confort dans le bâtiment. Là, c'est pour vous montrer visuellement un peu à quoi ça ressemble le projet. Donc, j'ai pris 2 photos à 2 endroits différents. Ce que je trouve super intéressant, moi, au début, j'ai trouvé ça génial parce que moi, je me rappelle encore des installations, on a des chemins de câbles remplis de câbles de courant fort qui sont et en fait, du coup, les câbles noirs, les RE2V qui, finalement, on se dit que ça ne sert plus à rien. Et maintenant, dans mon installation, j'ai que des chemins de câbles avec du courant faible et dans les plafonds, je n'ai plus de courant fort. Alors, si on a laissé quand même les toilettes en courant fort, mais sinon, le reste, dans les plafonds, je n'ai plus besoin de courant fort. Il n'y a plus que du câble Ethernet au niveau des plafonds. Et ça, c'est un grand changement psychologique pour certaines personnes, c'est qu'on n'a plus besoin du courant fort dans les plafonds. Il reste juste, on ne le voit pas sur cette photo, mais un câble orange parce qu'il y a la partie sécurité incendie, qui ne peut pas être géré en PE, mais tout le reste peut être géré en PE. Et du coup, on n'aura plus besoin du courant fort maintenant dans les plafonds. Et pour vous montrer en bas, c'est un petit zoom sur la baie dans le placard technique qui, en fait, alimente tous les équipements qui sont dans le plafond. Voilà. Et puis, je reviens sur un point dont on abordait tout à l'heure, c'est l'évolution vers le futur. Donc, je vais aller assez vite. C'est que le PE est le seul média, le seul moyen de transporter du courant continu qui est normalisé. Et d'un autre côté, on va avoir du PE qui est disponible dans les panneaux photovoltaïques aujourd'hui, on est obligé de mettre des bandes de recharge de véhicules dans les bâtiments, c'est obligatoire. Et les véhicules se rechargent, en tout cas, ont besoin de courant continu. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui est un peu absurde, c'est qu'on convertit ce courant continu en 380 volts ou en 1000 volts, voire, ça dépend, mais en tout cas, une très haute tension, on le convertit en alternatif. Et après, on va le reconvertir de alternatif à courant continu, alors qu'en fait, on pourrait l'utiliser directement de courant continu à courant continu en faisant une conversion, par exemple, 380 et jusqu'à 380 volts et 48 volts, avec des rendements qui sont bien meilleurs que si je fais une conversion alternative, courant continu alternatif, courant continu. Donc, en fait, l'utilisation de PE dans le bâtiment, donc du courant continu dans le bâtiment de manière générale, c'est un moyen d'augmenter de manière très, très importante l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Aujourd'hui, on cherche des moyens de faire encore des économies d'énergie. On n'y arrive plus avec les LED, avec les autres équipements, parce qu'aujourd'hui, on a atteint des rendements qui sont maximales. Par contre, en utilisant un système PE dans le bâtiment, on va pouvoir faire d'autres économies d'énergie. Alors, je présente ce slide-là. Il y a encore du travail à faire au milieu dans la partie verticale, je vais dire, entre le panneau photovoltaïque et le switch, parce que le transport de 380 volts DC dans le bâtiment apporte d'autres contraintes plutôt sécuritaires qui n'ont pas été levées. Mais je fais pari que d'ici 3-4 ans, on va voir ces bâtiments en DC, en full DC, arriver sur le marché. Donc ça, c'est pour la partie électrique. Et un autre aspect, donc j'en ai parlé au début, c'est la partie service, qui est en train de prendre de plus en plus important. Et le bâtiment de demain, en fait, c'est un bâtiment de service. Et le bâtiment, en fait, ça va être même une plateforme de service. On parlait des objets connectés, en fait, aujourd'hui, en effet, je suis d'accord, il y a une explosion d'objets connectés dans le bâtiment.
Et ce qu'il faut, c'est de pouvoir justement intégrer facilement ces objets connectés. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler, il y a un référentiel qui se met en place dans les bâtiments de bureaux, qui vient aussi d'être publié pour la partie résidentielle, c'est ce qu'on appelle le Ready to Service, ou plutôt R2S. R2S, c'est quoi? En fait, c'est un référentiel, c'est plutôt, oui, alors c'est un référentiel, mais c'est même une certification qui est utilisée, qui est de plus en plus utilisée dans les bâtiments de bureaux, qui en fait certifie que le bâtiment est prêt à accepter des services. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être R2S? En fait, il faut avoir un bâtiment qui soit full IP, pas seulement pour la partie sûreté, mais qui soit aussi full IP pour la partie GTB, pour la partie, en fait, que toutes les communications se fassent en IP. Et le R2S va aller même plus loin parce que le R2S va aller vers une convergence des infrastructures. Et l'idée, c'est de dire, on peut avoir des infrastructures communes qui soient sur un média qui est commun, qui est l'IP. Et après, on va pouvoir distribuer la partie terminale en fonction des applications. Et pour ça, en fait, C2S, c'est à la fois, en fait, l'idée, c'est de dire, il va falloir pouvoir intégrer les objets connectés, mais aussi mettre de l'intelligence artificielle dans le bâtiment. Aujourd'hui, des systèmes de GTB ne sont pas intelligents. Ils communiquent, ils remontent des données, mais ils ne permettent pas l'anticipation. Nous, on travaille avec des sociétés comme Ubiant, qui a développé des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir prédire le comportement des utilisateurs, pour pouvoir dire, par exemple, dire qu'on va allumer une pièce à un moment où on est quasiment certain qu'un utilisateur sera là, ou pour pouvoir anticiper des défaillances, dire voilà, on est quasiment certain que cet équipement, cet éclairage LED va nous lâcher dans un mois. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir anticiper et de ne pas avoir une pièce dans le noir, par exemple, grâce à cette intelligence. Et puis la robotique, c'est un dernier aspect, c'est de dire qu'on va avoir des services type robots qui vont arriver. Et en fait, tous ces services, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'une infrastructure IP, j'en parlais tout à l'heure. Et puis, ils ont besoin aussi de se repérer dans l'espace. Donc, on va mettre des beacons un peu partout dans le bâtiment. Et ils vont avoir besoin justement de pouvoir… Et ils ont besoin d'un bâtiment qui soit évolutif parce que là, j'ai parlé de certains services, mais dans 3 ans, il y aura des nouveaux services. Donc, il faut faire en sorte que notre bâtiment puisse être une plateforme de services. Et ça, c'est un peu une réflexion qu'on a, nous, Énergie IP, c'est qu'en fait, on va repenser le bâtiment. Et en fait, je fais souvent l'analogie entre le bâtiment et un smartphone, un Apple, par exemple, oui, un iPhone, un iPad, un iPhone, pardon, voilà. C'est qu'en fait, le bâtiment, on va le livrer en fait comme un iPhone avec peu d'applications. Quand Apple a développé son iPhone, ils ont développé un téléphone dans lequel Apple a mis juste 3 applications. Par contre, ce qui fait la valeur du téléphone, ce n'est pas le matériel, mais c'est le nombre d'applications qui fonctionnent avec ce matériel. Et Apple a développé justement une infrastructure qui est universelle, qui intègre toutes ces applications. En fait, le bâtiment de demain, ça va être pareil. Le bâtiment de demain, ça va être une infrastructure complètement IP, partout. Et en fait, que je vais pouvoir faire évoluer, dans laquelle je vais pouvoir mettre des applications et des services. Et si je veux rajouter un autre équipement dans 3 ans, 4 ans, je vais pouvoir le faire parce qu'on sera bien sur la même norme. Ce sera une norme soit PO ou autre, mais on sera sur les mêmes normes et on va pouvoir faire évoluer mon installation. Là, je vous montre en face une image d'un multicapteur. C'est un équipement aujourd'hui qui est très performant, qui permet de connecter mon robot, qui permet de connecter mon smartphone. Là, lui, il fonctionne en Bluetooth. Peut-être dans 5 ans ou 10 ans, on ne parlera plus de Bluetooth et plus personne ne communiquera en Bluetooth, mais on sera peut-être je vais inventer par exemple le RedTooth, voilà, et qui sera une nouvelle façon de communiquer. Pour moi, ça va. En fait, pour le propriétaire du bâtiment, ça ne va pas être compliqué de faire évoluer l'installation parce qu'on va toujours avoir un câblage Ethernet. Mon multicapteur en fait, le câble Ethernet arrive jusqu'au multicapteur. Par contre, mon multicapteur, je peux le changer très facilement parce que je suis dans la partie terminale, je déclipse et je reclipse et hop, je refais une installation et puis je vais remettre un multicapteur qui soit en RedTooth et là, je vais pouvoir justement faire une installation qui soit toujours mise à jour. Donc ça, c'est pour la partie servicielle. Je vous ai parlé, donc nous, Énergie IP, on a fait un partenariat aujourd'hui qu'on a mis en place sur les bâtiments avec Ubiant pour certains
peut-être certains le connaissent, Ubiant, ils font quoi? Et ben, ils font un peu toute la partie intelligente dans un bâtiment. Alors, je ne parle pas d'intelligence juste de remonter des data, mais c'est de dire on va mettre en place un OS, un operating system qui permettent justement d'anticiper les prochaines évolutions et en fait qui standardise en fait tous les protocoles de communication entre eux. Et nous, à EnergyIP, maintenant, on a des équipements qui sont ce qu'on appelle bus side en fait ou bus ready, c'est-à-dire qu'on peut intégrer nativement toute la technologie du Ubiant dans nos équipements. Donc, pour montrer l'infrastructure, on a nos switches PoE, avec en dessous, là, il faudrait que je mette un peu tous les éclairages, tous les équipements. Et on va remonter dans l'OS du Ubiant et on va rajouter, on peut mettre des applications pour les utilisateurs, pour faire des réservations de salles, pour se géolocaliser, pour pouvoir piloter les différents équipements, pour pouvoir remonter les data. En fait, les data deviennent très, très faciles à exploiter grâce à un bus. Et en fait, le bus, le Building Operating System, permet de faire l'interconnexion entre ma partie à moi, la GTB, et par exemple, si j'ai la sûreté qui d'un autre côté, je vais pouvoir aussi, en fait, le boss, la vocation du boss, c'est de pouvoir garantir une interopérabilité entre ces différents lots. Je reviens sur un message clé. Il faut toujours créer l'expérience idéale pour l'utilisateur. On ne fera pas de système hyper innovant, on ne mettra pas en place ce système si on oublie l'utilisateur là-dedans. Aujourd'hui, l'utilisateur devient la personne clé et il faut toujours penser à l'utilisateur quand on met en place un système. Il faut que ça soit apparent, joli en apparence, il faut que ça soit très fonctionnel et il faut vraiment penser à la création de valeur grâce à l'utilisateur. Et pour finir, pour reprendre un peu quelques avantages du système PoE, là, j'en ai listé certains pour la partie constructeur. Les choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé jusqu'à présent. Le PoE, c'est du 48 volts. On est en très basse tension. On est dans ce qu'on appelle dans une plage de très basse tension de sécurité, c'est-à-dire à moins de 60 volts. Et du coup, avec le PoE, par exemple, je n'ai pas besoin de mettre de disjoncteur puisque on est dans cette plage de très basse tension. Donc, en fait, il n'y a aucun risque électrique. Donc, ça, c'est un gros avantage, c'est que une installation de PoE, grâce à une installation en PoE, j'ai diminué tous les risques électriques de l'installation. On a aussi travaillé, du coup, aussi grâce au système Ubiant, sur la façon de pouvoir mettre en service le bâtiment. J'ai fait pas mal de mise en service de bâtiments. Jusqu'à présent, on câblait nos équipements, des éclairages, des stores. J'alimentais. Et après, je faisais la mise en service en faisant la reconnaissance d'un équipement à un autre. C'était une mise en service qui était très lourde et qui, en plus, faisait retarder souvent les chantiers. On a repensé cette mise en service. Vous avez vu que j'ai mis une bulle avec la maquette BIM. J'ai mis une autre bulle à la partie de mise en service. Aujourd'hui, dans beaucoup de projets de bureaux, notamment, on fait une maquette BIM. Donc, en fait, on a un repérage de tous les équipements dans le bâtiment. On peut leur donner des attributs. Et en fait, ces attributs, moi, je peux les reprendre pour faire la partie mise en service de mon bâtiment. C'est-à-dire que grâce à cette maquette BIM qui est en Revit ou en IFC, peu importe, je vais pouvoir en fait l'injecter dans mon serveur et du coup faire toute la partie mise en service en amont et en reprenant simplement l'information d'adresse MAC de l'équipement en disant que cette adresse MAC va correspondre à cet équipement qui est dans la maquette BIM. C'est aussi une façon d'exploiter la maquette BIM assez nouvelle dans le bâtiment et qui est en train de se généraliser. Après, simplification de l'acte de construire, vous avez vu, en fait, c'est avec du RG45, c'est assez simple, assez logique à mettre en œuvre. Et ce que je voulais vous montrer, c'est aussi les avantages pour les promoteurs ou les investisseurs dans le bâtiment. Il y en a. Alors, je prends un exemple. À gauche, en bas à gauche, une empreinte carbone réduite. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré un slide où on a simplifié le câblage. Et avant, on mettait un câble de courant fort, plus un bus d'alimentation. Donc, finalement, on utilisait du 5G, 5 fils de 1,5 ou 2,5 mm de diamètre.
Maintenant, on met un câble Ethernet pour ça. Donc, on a des sections de câble Ethernet, 0,26 mm, on est beaucoup moindre que ce qu'on avait avant. Donc, en fait, j'ai fait des calculs. On diminue, si on parle de cuivre, par exemple, dans le bâtiment, on va diminuer de 30 à 40% la quantité de cuivre, ce qui est très, très important. Et en fait, aujourd'hui, on commence à prendre conscience aussi de l'importance de diminuer la quantité de cuivre dans le bâtiment par rapport à du courant fort. Donc, c'est pour ça que le PE aussi commence aussi à être une solution si on veut réduire le courant fort. Sachant que, alors pour moi, hein, pour casser aussi certaines discussions, la fibre optique ne va pas remplacer le PE parce qu'on ne fait pas passer de la puissance dans la fibre optique. Donc, par contre, donc, le débat, c'est plus PE vis-à-vis VS courant fort. Réinventer la maintenance et simplifier l'exploitation, oui, parce qu'aujourd'hui, on est sur une installation avec une intelligence artificielle, avec des équipements qui sont en IP. Si je veux la faire évoluer, ça va être très facile. Et en fait, si je rajoute un équipement, j'ai juste à récupérer l'adresse MAC, je la scanne et hop, j'intègre dans le réseau. La mise en service se fait de manière intelligente et automatique. Un bâtiment évolutif sans limite, vous l'avez compris, c'est l'intérêt du PE des infrastructures avec cette structure-là. Si demain, par exemple, dans la pratique, là j'ai une installation de GTB sur une norme 802.3 BT, si je veux rajouter un équipement à un endroit du bâtiment, je n'ai pas besoin de recabler un câble Ethernet, je peux prendre l'équipement qui est à côté et mettre un cordon de passage pour me connecter sur l'équipement d'à côté. Si je ne suis pas sur la même infrastructure, je peux même créer un VLAN du coup pour pouvoir faire coexister deux réseaux ensemble. Un confort optimal pour les utilisateurs connectés. Vous avez vu, on a pu mettre n'importe quel objet connecté dans notre installation. On a une infrastructure qui est ready to service, qui est prête à accepter tous les services dont a besoin l'utilisateur. Et enfin, souplesse et flexibilité. Si je veux rajouter un équipement, rechanger l'infrastructure, il n'y a rien de plus simple. En plus, on a avec des RJ45, facile à manipuler. Pas besoin de... ici, il y a besoin de compétences, mais c'est beaucoup plus facile et rapide à manipuler qu'une installation courant fort traditionnelle, surtout si j'ai besoin de couper toute la puissance d'un plateau. Ça peut être gênant, alors que là, je peux intervenir juste, même théoriquement, on peut intervenir en tension. Dans la pratique, on peut juste déconnecter une partie. Voilà. Pour finir, pour vous montrer un peu ce qui est Énergie IP maintenant. Énergie IP, on a été une société, on a été créé en 2015. Donc, on est une entreprise française. Aujourd'hui, on est 12 personnes. Donc, on travaille avec des industriels français dans la partie, dans le développement de la partie électronique. Et c'est une entreprise dans laquelle Demeter, qui est un fonds d'investissement, est rentré. Dès 2017, on a commencé à faire des essais, notamment dans la tour EDF à la Défense. On a fait un plateau de bureau, donc avec des contraintes qui étaient assez fortes. On commence à développer des projets en tertiaire. On en est au 3e déjà, et après 3 gros projets. Et maintenant qu'on a livré ces projets, on attaque une nouvelle étape, sachant que, pour information, alors je ne sais pas pourquoi ce n'est pas apparu, mais on a aussi Nexity, un promoteur, qui est rentré dans le capital d'Énergie IP très récemment, avec vocation de développer de nouveaux marchés, donc des nouveaux marchés type résidentiel ou petit tertiaire. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui pour pouvoir proposer cette solution sur des marchés qui sont en demande de solutions PE. Donc, en fait, les grosses solutions la PE, que je vous ai présentées, les 20 000 m², ce sont des très, très gros projets R&D, des références sur le marché qui nous a permis d'avoir une solution qui soit la plus fiable possible parce qu'on avait des acteurs qui étaient très, très exigeants. Et maintenant, on décline la solution sur les petits marchés. Voilà pour la présentation. Donc, je laisse mes coordonnées. Je crois qu'Éric vous les transmettra si besoin. Et maintenant, je pense qu'on a le temps pour une petite séance de questions, si vous souhaitez. Ok, merci Antoine pour la présentation. Alors, il y a beaucoup de questions en fait, et notamment pas mal de questions techniques. On ne va pas pouvoir toutes les prendre parce que le temps tourne. Et ce que je propose, c'est que
On va récupérer évidemment toutes les questions et y répondre par mail si besoin. Parce qu'il y avait des questions du type que j'ai trouvé anecdotique mais intéressante malgré tout, c'est quid des aspirateurs, par exemple, pour nettoyer les bâtiments s'il n'y a plus de prise de courant fort? Très bonne remarque. Alors pour l'instant, le courant fort reste dans la partie basse, dans la partie prise, parce que en effet, certains équipements comme des aspirateurs ne sont pas encore en courant continu et demandent beaucoup plus de puissance. Donc, pour l'instant, la vision, c'est que le PE va remplacer le courant fort dans la partie plafond et on va laisser du courant fort dans la partie plancher. D'accord. Les aspirateurs ou pour certaines applications. Les machines à café. Mais par exemple, on travaille avec des grands industriels sur le bureau de demain. Aujourd'hui, nos PC, là, moi j'ai un PC qui se recharge en USB-C, donc on est en courant continu, et c'est très facile à mettre en place une conversion PoE USB-C. D'accord. On n'a plus besoin du chargeur, du gros chargeur qu'on transporte tous les jours pour se brancher sur une prise. Exact. Et le smartphone, c'est pareil. L'USB-C tend à se généraliser sur le smartphone, etc., etc. Donc, sur notre bureau, en fait, quand on parle de bureau de demain, c'est d'avoir un bureau qui soit alimenté en PoE et dans lequel, en fait, on va brancher directement nos équipements en USB-C dans la partie terminale. D'accord. Eric, je propose qu'on continue avec ta partie ou tu souhaites continuer les… Non, on peut continuer effectivement avec ma partie. Donc, merci beaucoup, Antoine. Est-ce que tu peux arrêter le partage de ta présentation, s'il te plaît? Voilà. Super, merci. Et moi, je vais donc reprendre celle-là. Alors, pour faire la transition, moi, ce que j'ai retenu, c'est que effectivement, tout ce qui était BMS, c'était une standardisation de choses qui étaient déjà existantes, mais qui étaient, on va dire, moins performantes et moins évolutives que ce que va permettre la BMS ou la GLTB selon la vision d'énergie IP. Que c'est une pierre essentielle pour développer des services dans les bâtiments, que c'est également un facteur d'économie d'énergie. Je trouve ça intéressant aussi de remettre sur le fait que courant continu, courant alternatif, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément à l'esprit de tout le monde. Et puis enfin, c'est vrai qu'il y a cette norme, la 802.3.BT, qui permet à la fois d'avoir des spécifications techniques, mais aussi qui met en place des bonnes pratiques, notamment pour éviter l'échauffement, pour favoriser la dissipation de la chaleur. Et puis, le dernier point là, auquel j'ai pensé pendant cette présentation, alors c'est vrai que Énergie IP a des partenariats avec certains fabricants de câbles et connecticiens. Bon, ce n'est pas les seuls qui sont capables de vous proposer des solutions, on va dire, performantes sur le PoE. Néanmoins, ce qui paraît évident, c'est que les solutions low cost de câblage et de connectique, forcément, risquent assez peu d'être adaptées. Et que, on va dire, pour résumer ça, c'est pas parce qu'il y a écrit PoE ou un autocollant sur un câble qui dit qu'il est PoE que c'est un câble PoE. Vous l'avez bien vu à travers toutes les remarques qu'a pu nous partager Antoine. Il y a des exigences par rapport à ce câble qui font que les fabricants ou les connecticiens doivent avoir une expertise vraiment, vraiment particulière. Donc, il y a vraiment des capacités techniques importantes qui doivent être communiquées et affichées. Et puis aussi, un fabricant, j'ai envie de dire qu'un fabricant qui ne sait pas vous accompagner dans le sens où il ne va pas vous mettre à disposition des guides ou des bonnes pratiques sur comment vous devez mettre en place le câblage dans le cadre d'un projet PoE,
Et si on vous dit, là encore pour schématiser, non, mais vous installez ça comme du câble normal, je pense que c'est absolument pas la bonne réponse. Et puis, de toute façon, il y a également les tests qui permettent de voir et de mettre en évidence tout ça. Alors, effectivement, l'alimentation et le POE, ça a une incidence sur le test. On l'a vu à travers différents aspects lors de la présentation d'Antoine. Mais effectivement, l'échauffement va engendrer de la perte d'insertion, qui va forcément avoir des effets sur ce qu'on appelle la résistance asymétrique, sur le fait que l'énergie ne va pas être uniformément transmise entre les pairs. Bref, il y a tout un tas d'éléments supplémentaires à prendre en compte liés à ce transport de l'énergie, liés à l'échauffement, que le simple transfert des données. Alors, pour mémoire, on a déjà partagé ça avec vous. Vous le trouverez également dans d'autres types de publications. C'est la puissance sur les catégories de câbles et leur impact sur l'échauffement. Donc, vous voyez que effectivement, plus je vais avoir un câble d'une catégorie supérieure, plus finalement la puissance transmise va avoir un effet moindre sur son échauffement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et on sait très bien que, alors selon les différents fabricants ou les différentes recommandations, les différentes études, mais on sait qu'au-delà de 52 degrés, on a un impact vraiment fort sur les capacités de transmission du câble. Et effectivement, on voit qu'au-dessus de 60 watts, on a une explosion de l'augmentation de température et donc la possibilité d'aller au-delà de ces 45-50 degrés qui sont généralement recommandés par les organismes. Alors, le POE, c'est des choses qu'on a déjà partagées avec vous, donc on va un peu vite. Si vous avez besoin de plus de détails ou de plus de Oui, bonjour, précision, Bruno Boer, n'hésitez pas Société Antella. à prendre contact avec nous. Oui, bonjour Bruno. Alors, je pense que le bonjour de Bruno ne nous était pas adressé. Alors, donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'en fait, s'il y a une problématique de transmission de l'énergie sur un câble de données, en fait, ça va perturber la transmission des données et donc forcément, ce qui a un impact assez important. Alors, dans la certification des câbles POE, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les tests terrain classiques, donc de classe E, classe EA pour les câbles de type catégorie 6 et catégorie 6A, sont insuffisants pour valider la POE, puisque notamment les normes 802.3 spécifient des exigences par rapport à la résistance de boucle, par rapport à la résistance asymétrique dans une paire. Et puis, dans les comités de normalisation, alors qui sont ceux qu'on connaît plus, notamment l'ISO ou la TIA, puisque c'est ceux qui rédigent les normes pour le déploiement des infrastructures de câblage, ont été également inclus des mesures, mais qui pour l'instant sont optionnelles. Ce que ça veut dire, c'est que si je teste un câble selon, là en l'occurrence en channel classe EA, ce câble peut sembler bon et correct, mais ça ne préjuge en rien de sa capacité à transporter correctement de l'énergie et donc du POE selon les exigences qui sont édictées par l'I3E et également en l'occurrence l'ISO, puisque par exemple quand je vais faire ce test avec mon DSX et en cochant la classe plus all, donc en fait on va rajouter des tests optionnels et notamment les tests de POE et de déséquilibre résistif, eh bien je vais avoir mon câble qui est en échec. Donc, et pourquoi? Puisqu'en fait, ce qu'on va faire une mesure de déséquilibre résistif qui va mesurer la différence de valeur de résistance entre chaque fil dans la paire et en fonction
de cette différence va considérer le câble comme correct ou non, en s'appuyant sur des règles, là encore, qui sont issues des normes, des normes ISO et des normes I3E, qui fixent des limites maximales de différence de valeur de résistance entre les fils d'une même paire. Donc, ce test, il est effectivement optionnel dans les normes TIA ISO. Il est malgré tout spécifié dans l'I3E 802.3 AT pour jusqu'à 25,5 watts et BT jusqu'à 91 watts. Et donc, je vais avoir effectivement la possibilité de l'intégrer dans les tests classe EA ou classe E que je vais être capable de faire. Ces tests, ils sont disponibles depuis maintenant plusieurs années sur le DSX 25000 et également sur le DSX 28000. C'est notamment l'un des points de différence avec le DSX 600 ou le DSX 602. Donc, ça nous permet également d'avoir, on va dire, un retour d'expérience intéressant puisqu'il y a déjà plusieurs centaines de milliers de tests qui ont été faits avec ces tests optionnels. Et puis, alors souvent, quand on parle de POE ou quand on parle d'équipements, on va dire qui s'éloignent de plus en plus des équipements traditionnels de type PC, on est aussi parfois face à des nouveaux types de liens. Pareil, c'est des choses dont on vous en parlait, mais des liens qu'on va considérer un petit peu comme hybrides, qui sont ni vraiment un lien permanent ou ni vraiment un channel, puisque je vais être mâle d'un côté et femelle de l'autre. Alors, ces liens, ça s'appelle les liens MPTL. C'est ce qu'on définissait précédemment comme des connexions directes. C'est déjà validé dans les normes TIA. Ça le sera dans les normes ISO en fin d'année 2020. Et puis, on est sur des règles qui sont les règles du 90 mètres. Ça peut être des câbles de catégorie 5E, 6 ou 6A. Et puis, le principe de ces liens, c'est qu'effectivement, d'un côté, je vais utiliser un adaptateur permanent link, mais de l'autre côté, je vais utiliser un patch cord adapteur, donc un adaptateur cordon. Et cet adaptateur cordon n'est pas un adaptateur channel, puisqu'effectivement, ils sont très ressemblants, puisque c'est les mêmes moules, les mêmes connectiques, etc. Mais à l'intérieur, ils sont très différents, puisque la grande différence entre un adaptateur channel et un adaptateur cordon, c'est que l'adaptateur channel ne teste pas la connexion qui est ici. Alors que, vous le comprenez facilement, dans un lien MPTL, la connexion qui est ici est très importante puisque c'est la connexion terminale de mon lien. Alors, les tests MPTL sont faciles à mettre en place et à paramétrer. Seule petite chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller chercher dans la norme TIA puisqu'ils ne sont pas encore disponibles dans la norme ISO, mais c'est juste une question de moi. Et puis, donc ça, c'est pour la partie certification, mais aussi lors de la partie, on va dire, paramétrage, par exemple, des switches ou dépannage de niveau 1, on a également un outil qui est très complémentaire, qui est le microscanner POE, pareil, dont on vous a déjà parlé. Et si vous avez besoin de plus d'informations, on vous enverra tout ça avec grand plaisir. Donc, en convergence, donc je suis allé un petit peu vite parce que je pense que c'est des choses que maintenant qui sont assez connues, puisqu'on a eu l'occasion d'y revenir de différentes façons. Mais c'est vrai que ce qu'on peut retenir, c'est que la convergence de la gestion du bâtiment et de l'Internet est déjà une réalité, puisqu'on voit Énergie IP a déjà réalisé des projets conséquents. On parle de dizaines de milliers de mètres carrés. Et puis, effectivement, ça a un impact sur les infrastructures réseau, puisque il y a plus d'équipements, il y a forcément des besoins en bande passante qui peuvent être différents, des besoins de liens. Alors, un point, moi, qui m'avait beaucoup intéressé dans l'une des réalisations que vous aviez fait, Antoine, je pense que c'était l'une des toutes premières, où en fait, pour l'aspect VDI, tu nous avais dit qu'il y avait 1400 liens, alors que pour la partie GTB, il y avait 1700 liens. Alors,
je pense que j'ai les bons ordres de grandeur, mais peut-être que les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, mais ça veut dire qu'en fait, dans le bâtiment de demain, il y a potentiellement plus de liens qui n'est pas pour les données purement que de liens qui sont pour les données. Donc, j'imagine que pour ceux d'entre vous qui sont installateurs, je pense que ça peut faire réfléchir sur comment effectivement il faut se positionner sur des choses, on va dire, qui sortent du classique PC, imprimante, switch et puis téléphone IP, et qu'effectivement tous les équipements qui vont avoir des besoins en PoE sont des équipements qui vont nécessiter des réseaux qui vont à terme devenir plus importants que les réseaux traditionnellement, enfin datacom au sens traditionnel. Et puis, donc ça, c'est pour la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est qu'effectivement, si j'ai un projet, imaginons de 3200 liens, que dans mes 3200 liens, j'ai 1500 liens qui sont pour du datacom classique, 1700 liens qui sont pour du PoE, peut-être que pour ma partie classique, je ne vais pas forcément conduire des tests de PoE très poussés. Je vais être en lien permanent link, donc c'est assez simple à gérer, c'est dans mes habitudes. Par contre, j'ai une autre partie des liens où je vais avoir du PoE et potentiellement du MPTL. Donc là, ça veut dire que la gestion de projet, elle devient un petit peu différente puisque j'ai potentiellement plusieurs types de configurations. Je n'ai pas une configuration homogène pour mes 3200 liens, mais 3, 4, peut-être 5 types de configurations en fonction des différentes parties de mon infrastructure. Et donc, forcément, la connaissance des normes, la connaissance des limites est d'autant plus primordiale. Et effectivement, ça renforce la nécessité à la fois d'utiliser des systèmes de câblage de qualité et puis de certifier en accord avec les applications qui sont déployées sur ces infrastructures. Donc, pour le redire, si au cas où je ne l'avais pas déjà suffisamment dit, un test en classe A ne préjuge en rien de la capacité d'un câble à transmettre de l'énergie correctement dans le cadre d'applications PoE, de smart building en l'occurrence, ou d'autres types de besoins PoE pour d'autres applications. Donc voilà, merci à tous, merci à Antoine d'Énergie IP d'avoir partagé avec nous leur vision et puis également leur actualité et leur réalisation. Comme d'habitude, si vous souhaitez recevoir les présentations du jour, mais également ce guide sur l'installation de réussite PoE, et puis si vous avez toute question qui n'auraient pas été répondues pendant cette présentation ou des points particuliers à voir, vous nous envoyez un email et puis on répondra à tout ça d'ici la fin de journée en joignant également la présentation d'Antoine d'Énergie IP. Et puis, vous, encore, on balaye rapidement. Vous savez qu'on a pas mal de sources d'informations à votre disposition. Une base de connaissances, un blog. On est présent sur LinkedIn, sur YouTube avec tout un tas de vidéos. Et puis également notre fil d'actualité Twitter. Et puis nos contacts, que ce soit Alain, Gaëtan ou moi. Et puis également le support commercial, le support technique. Et puis le service de calibration. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la présentation. Alors, Gaëtan, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu entre-temps d'autres questions? Alors, il y a une question sur ta partie qui était, à quoi sert le MPTL? Alors, en fait, le MTPL, c'est pour répondre à un besoin qui est, alors au départ, c'est plutôt sur des choses très pratiques, puisqu'en fait, quand je vais brancher directement, imaginons, alors ça a été très popularisé par les caméras IP, imaginons, je mets une caméra IP dans un hall d'entrée. Quel serait l'intérêt de faire un lien type permanent link et donc d'avoir une prise dans le faux plafond et puis ensuite mettre un cordon? Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de partir du panneau de brassage en mode, on va dire, lien permanent, et puis d'aller jusqu'à la caméra en mode channel, c'est-à-dire avec un connecteur à l'extrémité plutôt qu'une prise. De cette façon-là, s'économiser
l'installation d'une prise et l'adjonction d'un cordon en ayant un câble hybride, c'est-à-dire avec un connecteur d'un côté qui me permettent directement de me brancher au niveau du port Ethernet de ma caméra. Ok. Donc, alors, il y a toujours des questions qui reviennent concernant la présentation d'Antoine. Ce que je propose, c'est que de toute façon, on a un copier de toutes les questions qui sont là. Donc, on va revenir et répondre aux questions à chaque personne, notamment, par exemple, la question de Ourdia qui demande si les switches PoE de Énergie IP sont au niveau 2 de la couche réseau. Est-ce qu'ils prennent en charge les fonctionnalités du niveau 3 du modèle réseau OSI ou OSI? Donc voilà, il y a ce genre de questions. Donc on reviendra et on répondra à ces questions directement par mail. Ok, parfait. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Donc, écoutez, je pense qu'on va conclure là. Oui. Pardon? Ah, j'ai entendu, j'entendais parler. Je propose qu'on conclue maintenant. Merci à tous de votre présence et de votre participation. Un grand merci à Antoine d'Énergie IP. Je pense que c'était très intéressant que tu partages avec nous votre vision et votre approche et puis vos réalisations. Et puis, écoutez, on se retrouve, nous, la semaine prochaine. C'est mardi prochain, c'est ça, Gaëtan? Oui, on se voit la semaine prochaine. Donc, il y a 3 thèmes la semaine prochaine. Donc, il y a des thèmes qu'on a déjà abordés. Il y a comment choisir le bon testeur, on en parlait tout à l'heure. Vérifier si c'est pour une vérification, une qualification, une certification. Il y a une présentation sur la calibration des appareils. Et puis la troisième, dont j'ai perdu, je me rappelle. C'est l'Internet des objets. Voilà. L'impact de l'Internet des objets sur les infrastructures d'Atacom. Je n'osais pas le dire. Donc, Internet des objets, calibration et choisir le bon testeur par